quand tu auras besoin de le faire. Donc le transport, ce n'est pas le problème, c'est plutôt le stockage. C'est surtout le fait que pour qu'on ait un effet bénéfique, ça veut dire que le CO2, il va falloir le laisser dans le sous-sol plusieurs, pas 1000 ans, au moins 500 ou 1000 ans, et voire plusieurs milliers d'années, pour avoir un effet bénéfique sur le climat. Donc c'est-à-dire que si on s'amuse à capter le CO2, si c'est pour mettre dans le sous-sol qui ressort, on a tout perdu en fait. Donc c'est là la problématique assez importante. Alors, où le stocker? Donc ce qu'on a vu, c'est déjà on ne va pas le stocker là. Donc on va le stocker soit, je dirais, au niveau des gisements houillers, c'était faisable, mais c'est quand même limité. Donc ce sera soit sur des réservoirs de pétrole ou de gaz épuisés, soit dans des formations géologiques type aquifère, comme je vous l'ai expliqué, donc qui sont des structures, des résidus d'eau de mer du secondaire, en fait, qui sont piégés entre différentes couches sédimentaires, et qui sont très très profondes, qui sont à peu près à 2500 mètres de profondeur, et sachant que les nappes phréatiques sont plutôt à 800 ou 1000 mètres. En fait. Donc c'est bien en dessous des nappes phréatiques. Donc ce sera de l'eau qui ne sera jamais utilisée pour un usage humain. Donc là, je ne vais pas trop détailler. Juste détailler les enjeux. Donc les enjeux, donc ici on a donc il va falloir faire un forage, de toute façon c'est sûr, alors, ou réutiliser un forage existant. Si c'est, je dis, on peut réutiliser éventuellement un forage utilisé pour produire du pétrole. Donc il faut assurer le confinement, donc il faut être sûr que le CO2, une fois qu'on l'a mis, il ne va pas remonter, donc qu'il soit coincé par des couches étanches genre argile en fait. Et aussi ici, il faut optimiser le stockage parce que bon, l'envoyer comme ça, et donc il y a quand même, je dirais, la perméabilité du sol. Il faut, je dirais, savoir quelle perméabilité. Il ne faut pas qu'on ait une perméabilité trop importante avec le risque d'augmentation de pression. Enfin, donc il y a un certain nombre d'études à faire en préalable. Bon, les aspects aussi de contrôle, c'est surtout, je dirais, être sûr qu'en remontant ici, si par exemple on a une nappe phréatique, il n'y ait pas, je dirais, une fuite du CO2 vers la nappe phréatique. Donc là, il faut vraiment confiner. Donc c'est sûr qu'au niveau d'un forage, donc c'est un engin casing métallique avec tout autour du ciment, en fait, pour avoir l'étanchéité entre, je dirais, la roche et le ciment. Donc il faut bien garder tout cet ensemble. Et à la fin, quand on arrête, si on rebouche, quand on va reboucher, je dirais, il faut que les épaisseurs de ciment qu'on va mettre soient très étanches et résistent notamment aux attaques du CO2, qui est quand même un gaz qui peut attaquer le ciment. Donc c'est pas n'importe quel ciment qu'on va utiliser. Donc juste au niveau des contrôles, on va faire surtout du contrôle par écoute passive microsismique. Donc on va faire de la microsismique. Je vais vous présenter d'ailleurs les éléments. Donc au niveau des projets de stockage en opération de CO2, donc là il y a 5 grands projets. Et puis il y a une trentaine de tests, je ne vais pas tous les détailler, il y a aussi d'autres tests en cours, ou qui ont été réalisés. Il y a notamment le projet de lac, donc je ne reviendrai pas dessus. Donc le premier d'un point de vue historique, c'est Sleipner, donc c'est un projet norvégien, donc ça, je dirais, je vais vous présenter un peu plus en détail. Il y aura Snøhvit ici. Donc là, Snøhvit et Sleipner, l'opportunité, c'est qu'en Norvège, il y a une taxe sur le CO2, donc à peu près de l'ordre de 50 € la tonne de CO2. Donc ce sont des procédés où, je dirais, on sépare le CO2 du gaz naturel. On est obligé de le séparer. Donc autrefois, on le renvoyait à l'atmosphère. Mais bon, là, du fait qu'il y a les 50 € la tonne de pénalité, ils se sont rendus compte que c'était plus intéressant de le réinjecter. Donc c'est vraiment une opportunité. Donc Insala, c'est en Algérie. Donc là aussi, c'est aussi une séparation CO2 gaz naturel. Et si Rangely et Weyburn, c'est plutôt injecter le CO2 pour faire de la récupération assistée d'hydrocarbures, donc en fait d'huile. Donc c'est pour augmenter la quantité de pétrole qu'on va récupérer. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, chose importante, maintenant on a beaucoup progressé, mais au tout début, à l'époque du colonel Drake, on récupérait qu'à peine quelques pourcents de l'huile qui était présente dans le gisement.
Donc, après, on a mis des pompes, je dirais, pour essayer, donc les pompes tête à cheval pour essayer d'augmenter la quantité. Et actuellement, on va récupérer au mieux avec certaines techniques 30 à 35% de l'hydrocarbure qui est présent. Et pour augmenter cette récupération, bon, on a des techniques qu'on appelle récupération assistée. On peut réinjecter soit de l'azote, soit du CO2 pour pouvoir pousser, pour remonter la pression du gisement. Parce que bon, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le gisement, la pression elle chute et on n'arrive plus à produire en fait. On n'arrive plus à produire. Donc ça, c'est aussi une opportunité. Enfin bon, on verra tout à l'heure que ce qu'on appelle la récupération assistée de gaz ou d'hydrocarbures. Voilà. Donc là, juste le champ de Sleipner, donc le projet de Sleipner. Donc Sleipner, c'est une plateforme en mer du Nord, une plateforme pétrolière. Donc là, on sépare le CO2, comme je vous disais, du gaz. Et le CO2, il est réinjecté ici. Et donc dans un aquifère qui s'appelle l'aquifère du Sérissa, donc qui est un aquifère ouvert qui est gigantesque. C'est à peu près une langue aussi grosse que le Danemark qui est ici. Et je dirais le CO2 est stocké dans cet aquifère. Donc là, c'est un suivi d'injection, comme je disais tout à l'heure, par la méthode sismique. Et on voit, bon, ça c'est avant l'injection, donc on ne voit rien. Et on voit progressivement que le CO2 apparaît et le CO2 va être topé, je dirais, au niveau de cette formation ici, géologique. Donc là, juste pour vous amuser, donc là, l'IFP a travaillé à la modélisation de Sleipner. Donc juste pour vous montrer, vous allez voir apparaître, je dirais, ce qu'on appelle le panache de CO2 qui se forme progressivement. Donc là, j'étais trop vite. Et c'est vrai qu'à la fin, donc c'est vrai qu'on fait des modélisations sur 1000 ans. Donc c'est vrai que pour moi, la première fois quand j'ai vu les modélisations faites par nos géologues sur 1000 ans, je m'étais dit, dans la réalité, comment va-t-on confronter cette réalité, ce modèle par rapport, je dirais, on n'arrivera jamais à le vérifier. Bon, c'est sûr que ce qui est rassurant, c'est que je dirais, à l'échelle de quelques années, on voit bien, on confirme bien que le panache de CO2 il est bien coincé là en fait. Donc là, le CO2 il est bien coincé. Donc juste très rapidement, donc là, je ne vais pas trop détailler parce que l'heure tourne. Donc Snøhvit, c'est un autre, c'est l'équivalent. Donc là, c'est une île. Snøhvit, en norvégien, c'est Blanche-Neige, puisqu'en fait, c'est un champ principal avec 7 champs satellites autour de gaz. Et là, il n'y a plus de plateforme en mer. Donc, il ramène tout le gaz sur une île qui est au large d'Hammerfest. C'est une ville de 10 000 habitants, là, au nord de la Norvège, dans ce coin-ci. Donc, il ramène sur l'île. L'île, c'est une base de vie sur laquelle, je dirais, le gaz naturel arrive. On liquéfie le CO2 et on a les méthaniers là, qui partent chargés, on charge les méthaniers, ils partent, et le CO2 retourne, je dirais, sur le site et est injecté dans une formation, je dirais, juste ici. Ici, c'est le gisement de gaz et il est injecté en dessous. Donc voilà. Donc juste pour dire que c'est l'avenir, la disparition des plateformes, il n'y a plus de plateformes, donc sur cette île, il y a 1000 personnes qui vivent en permanence, cette île de Melkoja. Et bon, c'est une opération, ça marche depuis 2008, donc on a stocké déjà quelques millions de tonnes de CO2, puisque c'est 1 million de tonnes par an. Donc là aussi, on est dans un aquifère très profond, on est à 2500 mètres. Donc Insala, je n'ai pas détaillé, c'est la même chose. La seule différence, c'est que ça ne se passe pas dans le même environnement. Là, c'est dans le désert algérien. Weyburn, donc là, c'est la récupération assistée. Donc, je vais vous présenter ce que c'est après. Donc, ici, le CO2, il est produit dans une usine aux États-Unis, à Bela. Et c'est 5000 tonnes par jour. Donc, c'est pas sur des captages sur fumée, mais c'est sur une unité d'ammoniac, de fertilisant. Donc, en fait, on sépare le CO2 très facilement, là. Et il est transporté par pipe sur 300 km. Et là, au Canada, là, sur le gisement de Weyburn, on fait de la récupération assistée. Donc la récupération assistée, qu'est-ce que c'est? C'est Enhanced Oil Recovery en anglais. Donc ce qu'on fait, on injecte le CO2 ici, et on a un front de CO2 et on pousse
Ici, là, donc le CO2 arrive dans le kérogène, en fait, et on repousse de l'huile, ce qui permet de remonter la pression et de ressortir un peu plus d'huile. Donc ça, c'est vraiment pour, je dirais, les gisements déplétés. Et l'avantage, c'est que, bon, c'est vrai que c'est pas vraiment du stockage, parce qu'il y a une partie CO2 qui ressort avec l'huile sous forme dissoute. Hein. Bon, il y a une grosse partie quand même qui est récupérée et qu'on recycle. Hein. On est obligé de faire un appoint. Mais l'avantage, c'est qu'à terme, un jour, on peut dire on arrête de faire de la récupération assistée. Et ici, on a toute une installation qui est prête pour faire le stockage. Donc, on continue à stocker le CO2 dans un gisement qui restait, je dirais, non, dans la mesure où l'huile et le gaz sont restés là, en place. Donc, il n'y a pas de risque pour stocker le CO2 dans ce type de gisement. Et en plus, les équipements sont là. Donc, c'est l'avantage de la récupération assistée. Donc je vais aller rapidement sur les aspects socio-économiques. Donc maintenant, le point important, c'est le coût, parce que ça, je crois que c'est le coût et la comparaison par rapport aux autres technologies. Hein. Donc là, le captage, la compression, c'est à peu près 40 à 50 euros la tonne de CO2, transport de 3,5 euros par tonne. Et l'injection, tout dépend de la quantité, mais bon, ça peut, si on a 10 millions de tonnes par an injectées dans un gisement, c'est à peu près 7 euros la tonne. Donc au total, ça fait un coût de captage vers 50 euros la tonne. Donc, comme je vous l'ai dit, bon, le gros problème, c'est que ça va faire augmenter le coût de production d'électricité. Hein. Donc l'électricité, charbon, sans captage de CO2, c'est 40 euros le mégawattheure. Donc ça fait plus 75% de production. Mais ça reste quand même comparable, je dirais. Bon, c'est sûr que le nucléaire, c'est à peu près 30 euros hein, le mégawatt. Mais bon, si on regarde le PR, donc les premiers chiffres c'était entre 50 et 60, maintenant on est plutôt à 70 et 90. Le solaire, c'est de plus de 100 euros, c'est beaucoup plus. L'éolien, c'est dans les 70 euros le mégawatt. Donc en fait, on reste dans un ordre de grandeur, en fait, hein, raisonnable. Bon, le gros problème, c'est que je dirais, pour compenser ce surcoût, eh ben, il faut quand même, dans les premiers temps, qu'il y ait un coût du CO2. La tonne de CO2, et quand on regarde l'évolution du prix de la tonne de CO2, donc le marché a été mis en place en 2005, donc il est monté vers 35 euros, et puis au fur et à mesure des crises, bon là, Fukushima il a remonté un petit peu là, mais il est descendu, et il est même tellement descendu, c'est qu'actuellement il n'est plus qu'à 6 euros la tonne. Donc avec du CO2 à 6 euros la tonne, un coût de captage, stockage à 50 euros la tonne, les industriels disent, nous on ne peut pas faire. Il nous faut nous aider, il nous faut des subventions pour faire quelque chose. Et notamment, le gros problème, c'est que ça compromet les premiers démonstrateurs qui sont prêts à démarrer en 2015-2016. Hein, et qui va et comment les financer. Donc ces démonstrateurs en Europe, donc il y avait 6 projets qui avaient été présélectionnés en 2010, hein, dans le cadre d'une première aide de l'Europe qui s'appelait European Energy Recovery Plan, donc c'est le plan de relance. Hein. Et il y avait un complément prévu qui est donné par le NR300, donc, et aussi des financements nationaux, donc les décisions vont être prises bientôt fin 2012. Donc sur ces 6 projets, il y en a déjà un qui est tombé à l'eau, c'est celui-là en Allemagne, puisque l'Allemagne n'a pas voulu transcrire normalement la directive européenne sur le stockage. Et puis, je dirais, il reste ces projets-là, donc, notamment celui-là et celui-là, ça nous intéresse, nous, parce que c'est dans le projet Octavius. Hein, donc là, les collègues de Ion, GDF Suez et Enel. Donc pour nous, ce serait bien qu'il se fasse, parce que derrière, on travaillerait vraiment pour ces projets-là. Celui-là de Compostilla, c'est l'oxycombustion, il y a peu de chances de se faire. Et celui d'Atfil aussi, a peu de chances de se faire. Donc c'est vrai que le gros problème actuellement, c'est le coût du CO2. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, ce type de développement seront difficiles. Juste un mot sur le cadre réglementaire. Donc en France, vous avez le code minier hein, qui existe, hein, qui va être de toute façon revu prochainement, hein, comme l'ont annoncé nos ministères. Hein. Donc il permet des réalisations de tests, au moins il a permis le test du pilote de lac. Hein. Donc il y a le code de l'environnement en France aussi pour les installations classées, parce que les installations de surface seront certainement classées. Et il y a les directives européennes, et il y a la directive sur le stockage qui a été votée il y a à peu près 2 ans maintenant. Mais bon, certains pays ont déjà annoncé la couleur. Suède et Pays-Bas, pas de stockage
à terre, onshore, donc tout se fera en mer en fait. Et l'Allemagne a dit onshore seulement pour les opérations pilotes, donc maximum inférieur à 1,3 million de tonnes stockées par an. Et aussi au total maximum 4 millions de tonnes. Donc c'est vraiment pour les opérations pilotes, c'est pas pour faire du stockage. Et il y a aussi le droit de veto des lenders éventuellement. Donc après on s'étonne que Vattenfall ait décidé d'arrêter leur projet. Donc au niveau des enjeux maintenant, donc c'est sûr que l'enjeu principal c'est le coût réduit au niveau du captage. Donc 40-50, peut-être on arrivera à 30 € la tonne avec notre procédé de seconde génération là, avec les démixants. Le transport, bon, ça je dirais, c'est surtout le captage qu'il faut réduire. Bon, là, le transport, on ne va pas pouvoir réduire beaucoup, l'injection non plus. Les capacités, donc on a démontré qu'il y avait des capacités assez importantes. Donc là, je dirais, en aquifère profond, on a pour je dirais, au niveau de 20 à 500% des émissions cumulées en fait. Donc on a un potentiel important au niveau des aquifères. Les gisements d'hydrocarbures peuvent être aussi non négligeables. Par contre, bon, les mines, de toute façon, on sait que ce ne sera pas la voie qui sera choisie. En plus, il y a beaucoup de problèmes technologiques, de fracturation et autres. Donc la validité du stockage, on va la faire, on a commencé à la faire au niveau de ces gros projets. On en fera aussi au niveau des démonstrateurs. Le gros problème qui restera, je vais vous dire 2 mots après, c'est l'acceptation par le public. Donc ça, c'est l'orange, mais ce qui est vraiment rouge, c'est ces accords, un accord international post-Kyoto qui n'existe pas encore. Donc ça, ce sera le moteur essentiel. Et puis aussi, le coût de CO2, il faudrait au moins qu'il soit au-dessus de 40 € pour compenser, je dirais, le surcoût. Là. Donc tant qu'il est faible, il ne se passera rien en fait. Donc les 2 points rouges, c'est ça, c'est pas d'accord, pas de consensus sur le plan international actuellement, et puis un coût de CO2 qui est vraiment très très faible, avec des cours à la bourse qui sont à 6 € la tonne. Donc au niveau acceptation par le public, bon, il existe des stockages de gaz naturel. Donc en France, en façon des stockages de CO2, ça ne devrait pas trop poser de problème. Il y a aussi des pipes et des gazoducs pour transporter des gaz parfois beaucoup plus dangereux que le CO2. Et ça se fait déjà aux États-Unis, le transport du CO2. Et puis en France aussi, on a l'expérience réussie du pilote de lac. Donc c'est sûr qu'ils ont dû quand même avoir un certain nombre de réunions publiques avant je dirais, de réussir à obtenir l'arrêté préfectoral d'exploitation, qui a d'ailleurs été renouvelé. Et bon, le gros point également au niveau de l'exploitation publique, c'est qu'il faut aussi prévoir l'après-injection, savoir comment on va reboucher, qui va suivre, parce que si on va suivre ça pendant des centaines d'années, et même des milliers d'années, donc il y a un problème de suivi important. Donc juste pour l'anecdote, donc pas loin d'ici à Montmirail, donc il y a un gisement naturel de CO2 là, qui est exploité. Donc là, l'exploitation c'est la carboxique, donc on va chercher le CO2 à 2500 mètres de profondeur, et pour un usage industriel en fait. On produit 300 tonnes de CO2, donc bon, c'est vrai que après, donc là c'est la tête de puits, et après derrière il y a des camions, il y a des stockages, il y a des camions pour le transporter. Alors, l'accord international post-Kyoto, c'est sûr que ça c'est un point important. Donc, comme je le disais, c'est un préalable indispensable. Donc on a eu l'échec des sommets successifs sur le climat. Donc, il y a eu Copenhague 2009, Cancun, Durban. Alors, Durban, quand même, c'est un semi-échec pour le CSC, puisque bon, le CSC a été reconnu quand même comme un moyen pour pouvoir lutter contre les gaz à effet de serre. Donc, bon, là, il y a une reconnaissance internationale. Mais bon, que va donner le prochain sommet à Doha là, qui commence à la fin de ce mois-ci, donc ça c'est important. Sachant que bon, il y a toujours ces désaccords permanents entre notamment les États-Unis et puis la Chine. Donc bon, c'est vrai qu'ils ont changé en plus. Enfin, les États-Unis n'ont pas changé, enfin, bon, mais les Chinois ont changé. Donc, et rappeler que les USA quand même n'ont jamais ratifié le protocole de Kyoto, donc le premier protocole. La Chine et le Brésil et l'Afrique du Sud et l'Inde sont signataires, mais dans la catégorie B, donc la catégorie B, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à faire d'efforts de quelque sorte, puisque bon, on considérait que c'était des pays en voie de développement, donc ils avaient le droit d'émettre, en fait. Donc ceci dit,
second accord, un accord post-Kyoto, ben, il faudra bien qu'il y ait aussi une prise en compte de leurs émissions, en fait. Et c'est ce que demandent d'ailleurs les États-Unis. Alors le Canada se désengage actuellement, enfin bon, ils disent bon, ben, nous on ne veut pas participer, donc ils sont assez frileux. Donc c'est vrai que là, il faut vraiment, je dirais par contre, qu'on trouve ce type d'accord. Hein. Et l'Europe, ben, le problème de l'Europe, c'est qu'elle a fait de la crise. Et donc je dirais, l'Europe avait avant Copenhague une position très volontariste, puisque l'idée c'était de dire, s'il y a un accord signé à Copenhague, nous au lieu de réduire 20% de nos émissions en 2020, on va les réduire 30%. C'était ce que disaient les Européens, enfin la Commission européenne. Mais bon, maintenant de toute façon il y a l'effet de la crise qui vient. Il y a le problème qu'il faut trouver le budget, ne serait-ce pour ces démonstrateurs, c'est pas facile. Et puis aussi il y a des effets pervers, par exemple ArcelorMittal, enfin bon, ont gagné de l'argent, enfin bon, en laissant leur fourneau à l'arrêt, puisque bon, ils avaient des quotas d'émissions et le fait qu'ils n'émettaient pas, ben, ils avaient des quotas d'émissions. Donc c'est sûr que ce système de ce qu'on appelle l'ETS, le European Trading System, ben, il faut qu'il soit complètement réformé pour qu'on n'en arrive plus à ce type d'effet pervers. Hein. Donc ça veut dire, pour monter le cours du CO2 à 40 € la tonne, eh ben, il faut déjà la mise en place du protocole post-Kyoto, définir des permis d'émission par pays, et puis aussi avoir un système européen au niveau de l'Europe qui soit robuste et coriace. Hein. Et retirer éventuellement certains crédits, parce que bon, la perversité aussi de ce premier accord, c'est qu'on a donné des droits d'émission en quantité importante. Actuellement, les gens veulent je dirais, en bénéficier, et ça fait chuter le cours du sol. L'autre effet possible, ce serait d'augmenter les taxes carbone, en fait. Hein. Donc, en Norvège, il y a 50 € la tonne. L'Australie, il y a une taxe de carbone qui a été annoncée. Donc, et puis au Japon, il y a une mise en place d'une taxe carbone en 2016. Voilà. Donc je terminerai là-dessus. Donc le stockage du CO2, rêve ou réalité. Je m'excuse, j'ai été un peu long, mais bon, c'est vrai que c'était un sujet très intéressant. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter hein, pour plus. Bon, on va échanger, j'espère maintenant, mais juste donc là, j'ai mis mon adresse email. Il y a aussi quelques sites que je vous engage à aller voir. Donc ça, c'est le site du projet Octavius, qui est coordonné par l'IFE. Je suis coordinateur de ce projet-là. Et ici, donc, c'est le site du projet Rhode, donc un des démonstrateurs dont on a parlé. Et ici, c'est la plateforme, la plateforme technologique, donc zéro émission, la ZEP, qui regroupe tous les industriels du domaine. Et bon, si vous souhaitez, enfin bon, j'ai donc regardé, il y a des livres sur le captage du CO2. Enfin, je vous recommande de regarder avant de partir les ouvrages hein, que j'ai mis à disposition. Donc voilà, les questions sont ouvertes. Merci. Le CO2, il reste stocké. On n'en fait rien. Et on ne peut rien en faire parce que le problème, c'est que d'un point de vue thermodynamique, si on veut avoir le cycle inverse, on va être obligé d'apporter de l'énergie de façon très importante parce que le CO2, c'est une forme thermodynamiquement stable du carbone. Donc si on veut revenir à l'inverse, on est obligé d'apporter de l'énergie de façon très très importante. Donc en fait, ce serait irréaliste de vouloir à tout prix, je dirais, le retransformer. Donc, bon, certains pensent à utiliser le CO2 pour des valorisations chimiques, donc, par exemple faire du polycarbonate, ce genre de choses. Les marchés seront vite saturés. On va se retrouver dans une situation où les cours vont vite chuter. Enfin bon, et puis en plus, ça permettrait peut-être de couvrir, de répondre à 1%, je dirais, des problèmes enfin, sur le captage du CO2. Oui. Oui. Non, je n'ai pas dit ça. Non, non j'ai... Ouais. Ouais. Mais
ce que j'ai dit qu'il y avait 5000 grosses centrales. Donc en fait, pour les équiper en nucléaire, ça nécessiterait quand même d'avoir des quantités d'uranium assez importantes. Les centrales qui permettraient de garder les réserves d'uranium dans 3 ou 4 millénaires. D'accord. Et une centrale comme ça a fonctionné en Martinique. C'est Phoenix ou... Oui. Moi, je vous répondais à une question qui est un petit peu une question de physicien ou chimiste. Oui. Le CO2 supercritique, c'est dense comment? Quelle est la densité? 0,3. Combien? 0,3. 0,3. Ah oui, donc c'est extrêmement léger. Ça flotte dans l'eau. Et c'est soluble comment dans l'eau? Dans l'eau, ce n'est au niveau solubilité. De toute façon, le CO2 n'est pas soluble dans l'eau. C'est ce que je vous ai montré là, au niveau de Sleipner. Il est très peu soluble. Et au bout d'un certain temps, enfin bon, on s'est rendu compte qu'au bout de 500 ans, il commençait à devenir soluble dans l'eau. On pense. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre au fond de la mer. Parce que si on le met au fond de la mer, il va finir par se dissoudre. Bah, si on le met au fond de la mer, en principe, c'était ce que pensaient je dirais, les premiers qui avaient eu cette idée-là, c'était de dire, normalement, comme la température est tellement froide, qu'il va être stable sous forme d'hydrate. Donc on va le piéger au fond de la mer sous forme d'hydrate. Un peu comme dans le triangle du Bermude, dans certains endroits, on a du gaz naturel sous forme d'hydrate. Bon, de temps en temps, il y a des bouffées, des bulles de gaz naturel qui remontent, en fait, hein. Mais je dirais, il est piégé sous forme d'hydrate. Donc c'est valable, le méthane comme le CO2, ben, ça forme des hydrates en dessous d'une certaine température et sous une certaine pression. Enfin, il faut voir qu'au fond de la mer, on peut avoir des pressions assez importantes, genre 300 bars ou autre. À 3000 mètres, on est à 300 bars. Donc là, il y a de fortes chances pour qu'il reste sous forme d'hydrate. Bon, ceci dit, le temps de l'injecter, enfin bon, il peut y avoir quand même un effet de, comme vous dites, de dissolution de toute façon, et puis après d'acidification donc le risque d'acidification. Enfin bon, et puis bon, les écosystèmes qui sont là, enfin bon, même sont peu nombreux, enfin bon, ça veut se faire mal. Il n'y a pas de risque de pollution des nappes phréatiques. Le risque de pollution de la nappe phréatique, il est essentiellement si on a une fuite au niveau d'un puits. Ce qu'il faut être sûr, c'est que le puits, c'est un peu l'image, je pense que vous pensez au gaz de schiste enfin, avec le robinet, c'est que je dirais, on est un puits sur lequel on est une fissuration, enfin une corrosion assez importante, et puis bon, par ailleurs le béton ne tient pas, je dirais à ce moment-là, si on va traverser forcément des nappes phréatiques à un moment donné avec notre forage, c'est qu'à ce moment-là, on a un problème. Normalement, c'est un point à surveiller, c'est ce que je disais, un des points principaux à regarder. Donc, le problème aussi, c'est que dans les pays, dans certains pays, notamment au Texas, on a tellement foré de puits qu'on n'a pas la cartographie des puits. On ne sait pas, il y a certains puits qu'on découvre, je dirais, et c'est pour ça que c'est tellement un gruyère par moment que, bon, à un moment donné, bah, ça ressort, je dirais, quand on fait une exploitation de gaz de schiste, ça peut ressortir. Un endroit où on ne prévoit pas. Mais bon, le Texas, c'est un pays assez particulier. Enfin, bon. Quel est l'impact du trafic aérien sur l'évolution de ça? Bon, ça va être de l'ordre de quelques pourcents, 1 ou 2%. Non, c'est pas. C'est très peu, hein, c'est dans le cadre des transports. Le transport, je ne me souviens plus, il faudrait revenir mon slide. C'est 23%, donc, mais c'est essentiellement routier, enfin bon, les bateaux, enfin bon, mais bon, je crois que le transport aérien, c'est 1 à 2%. Oui. Oui. C'est-à-dire